Bonsoir et bienvenue dans Édition spéciale, votre émission panafricaine sur Wadies TV, où l'on débat des questions d'actualité du continent. Ce soir, nous sommes sur ce plateau avec nos deux consultants, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Amen et bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Bonsoir Yannick et bienvenue. Martial, bonsoir. Et bonsoir à notre chers téléspectateurs. Bonsoir à vous. Nous parlons ce soir du Niger et de l'AES. Le 31 mai dernier, le président nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a accordé un entretien exclusif à la radio-télévision du Niger. Un entretien fleuve profond qui jette une lumière crue sur les enjeux politiques, les réformes nationales, les pressions étrangères, mais aussi et surtout sur la volonté affirmée du Niger de reconquérir sa souveraineté. Alors, Yannick Kwame, ma première question est à vous. Lors de son entretien exclusif accordé à la RTN, le président Tiani n'a pas seulement parlé de souveraineté, mais il a également abordé le sujet de l'expulsion des travailleurs chinois de la CNPC. Quand un pays décide d'expulser des dirigeants d'un grand mondial comme la CNPC en pleine transition énergétique, que cela signifie-t-il concrètement ? C'est un peu compliqué. Le secteur pétrolier au Niger est en train de subir des bouleversements. Et ça, c'est à cause de la gestion opaque que ces entreprises chinoises-là sont en train de faire. Vous savez, les Occidentaux, surtout l'État français, doit sûrement être en train de se réjouir, étant donné que le Niger a cessé de collaborer avec la France, surtout en ce qui concerne l'exploitation des ressources minières du pays, pour plutôt s'attacher aux services de la Chine. Et pourquoi ? Parce que ce que l'État nigérien est en train de reprocher à ces entreprises chinoises, eh bien, c'est la même chose qu'on a toujours reproché aux entreprises françaises, du moins à l'État français, et dans sa manière de gérer les affaires dans nos pays africains. Cette gestion marquée essentiellement par le manque de respect, l'ingérence dans les affaires politiques, dans les affaires internes de notre pays. Et aujourd'hui, c'est déplorable d'assister à cela parce que la Chine a toujours été considérée comme un partenaire privilégié en Afrique. D'ailleurs, c'est depuis 2011-2012 qu'elle a commencé par exploiter le pétrole au Niger parce que ce pays a toujours eu cette réputation-là de travailleur. Quand tu as recours à la Chine pour exploiter tes ressources naturelles, eh bien, ils viennent, ils travaillent, ils t'offrent une solution clé en main. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires publiques, mais dans les affaires internes de ton pays. Mais bizarrement, c'est curieux de voir la Chine, pas la Chine, c'est curieux de voir ces entreprises chinoises-là s'adonner à ce genre de pratiques. Quand on te fait appel, on te demande de venir travailler dans un pays, c'est sur la base d'une collaboration, bien d'un partenariat bien signé, avec des réglementations, avec des normes qu'il faut respecter. Déjà, même quand tu viens dans un pays pour travailler, la moindre des choses, c'est de se conformer aux réglementations, aux législations de ce pays-là. Bon, moi, je ne vois pas dans quel monde tu viens travailler et puis tu foules au pied ces principes, tu foules au pied ces réglementations simples. Les déclarations fiscales, tu refuses de déclarer ce que tu as comme revenu, tu refuses de payer les impôts, bien tu paies les impôts, mais tu ne le fais pas dans les règles de l'art. Et ça, c'est un manque de respect. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État nigérien est en train de reprocher à cette entreprise chinoise qui est le CNPCN, le China National Petroleum Corporation, Niger Petroleum, qui est la filiale de la société mère chinoise qui est le China National Petroleum Corporation. Alors, ces Chinois-là, ça fait déjà près de 20 ans. Près de 20 ans. Ils ont commencé par exploiter le pétrole en 2012. Plus d'une décennie en fait, qu'ils exploitent le pétrole au Niger. Mais ils n'ont pas foutu de faire en sorte que les Nigériens également aient un minimum de compétences. Déjà, quand vous prenez l'écart de salaire entre les travailleurs expatriés chinois et les travailleurs nigériens, eh bien, c'est un écart abyssal. Les expatriés chinois perçoivent un salaire 6 fois plus grand que le salaire des Nigériens. Et dire que c'est au Niger que ça se passe, au nez et à la barbe des autorités nigériennes, eh bien ça c'est un manque de respect. En février dernier, le ministre
Déjà, c'est le ministre du pétrole au Niger, M. Sarabi Oumarou, qui a adressé cette lettre-là aux dirigeants, bien, au PDG du CN, bien, de la CNPCN. Et dans cette lettre, il a ordonné au PDG de licencier, de terminer le travail, de terminer la licence du travail des expatriés chinois qui opèrent dans ce pays-là depuis plus de 4 ans déjà. Parce qu'il est temps qu'ils passent la relève. Il y a plein de Nigériens qu'ils peuvent mettre à des postes clés dans cette entreprise-là. Mais au-delà de ça, ils font tout pour que les Nigériens n'ont pas cette main-là, n'ont pas cette technologie. Parce qu'il faut rappeler que c'est ce manque de compétences en la matière que l'État nigérien a fait appel à la Chine, à ces pays comme la Chine, parce qu'eux, ils ont la science, ils ont la technologie qu'il faut. Donc si aujourd'hui, pendant près de plus d'une décennie, et il y a encore ce manque-là de compétences de la part des Nigériens parce que les Chinois refusent de transmettre leurs compétences, eh bien ce n'est pas normal. Et il va falloir que le Niger réagisse. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, ces Chinois-là sont sommés de partir, de quitter le pays avant le 31 mai. Bon, c'est pas encore fait, c'est pas encore effectif, mais les discussions sont en cours apparemment entre la CN, la China National Petroleum Corporation et les autorités nigériennes. Alors, quelles implications alors cette décision pourrait avoir? Eh bien, cela marque cette volonté de souveraineté que le Niger a toujours clamé. Aujourd'hui, le Niger veut se relancer dans le processus de développement. Le Niger veut assurer le développement de son pays et il ne compte pas sur d'autres pays pour le faire. Il compte sur ses propres ressources. Raison pour laquelle il a toujours voulu optimiser ses ressources. Le Niger est riche en ressources naturelles, en ressources minières. Et il compte capitaliser sur ces ressources-là pour catapulter le développement de son pays, pour satisfaire les besoins des Nigériens. Et s'il observe ces manquements dans la gestion des ressources naturelles, eh bien c'est normal qu'il prenne cette décision-là. Voilà. Alors, merci Yannick. Amen Sigla, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui de cette expulsion-là des expatriés, des travailleurs chinois sur le sol nigérien? Merci Martial pour ta question. D'abord, ce que nous devons comprendre est que lorsque les 3 pays de l'AES ont décidé d'assumer leur souveraineté, certains, bien sûr, les détracteurs pensaient que ces 3 pays essayent de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Parce qu'on est en train de chasser une puissance impérialiste pour accepter une autre puissance. À voir l'acte que le président Tiani a posé, après son intervention, on a compris que chaque pays, ne serait-ce que les pays de l'AES, veut assumer effectivement leur souveraineté. Alors, je m'explique. Et vous n'êtes pas sans savoir que la signature du contrat avec cette entreprise chinoise en matière d'exploitation du pétrole ne date pas après l'arrivée du capitaine du général Tiani au pouvoir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été acté avec les gouvernements précédents. Donc, quand il est venu, il a remarqué que les contrats, c'est-à-dire les clauses qui régissent le contrat entre l'entreprise chinoise et l'État, ne rentrent pas dans l'avantage du peuple nigérian. Alors, quand vous prenez, Yannick a fait mention tout à l'heure en ce qui concerne les Nigériens qui travaillent au sein de cette... Les Nigériens, voilà, je vous en prie, les Nigériens qui travaillent dans cette entreprise, vous allez remarquer que quand un Chinois, au même poste, vous pouvez travailler au même poste, on dit que, bon, comme les Chinois, ils sont habitués à un certain confort, donc il va falloir que leur salaire soit conséquent par rapport aux Nigériens qui sont habitués à la pauvreté. Donc, quand vous prenez ces genres de choses comme ça, comment est-ce qu'un État qui veut assumer sa souveraineté peut accepter des choses comme ça? Il ne le peut pas. C'est pourquoi le général Tiani l'a dit. C'est pas parce que le pays traverse une situation difficile qu'ils sont obligés d'accepter de n'importe quoi. Parce que ce pays, ce peuple a beaucoup souffert en matière de négociation, bien de coopération avec les puissances qui viennent exploiter leurs richesses. C'est vrai, c'est une coopération bilatérale, mais à un moment donné, il va falloir être sérieux avec nous-mêmes pour pouvoir dire certaines choses à tous ceux
qui veut rentrer en partenariat avec nous, non seulement les pays de l'AES, mais pour ce qui concerne tous les pays africains. Donc, pour répondre à ta question, ça exprime une certaine souveraineté, c'est-à-dire ceux qui pensent que ces 3 pays ont quelque chose à voir avec la France. Non, la France peut toujours revenir dans ces 3 pays, à la seule condition qu'il arrive à respecter la décision des pays africains. C'est-à-dire, à un moment donné, la France pensait que c'est ses anciennes colonies, donc elle peut se permettre de n'importe quoi, et puis venir, peut en disposer de toutes les ressources que les pays disposent au nom des accords coloniaux qu'il avait signés avec ces pays à la veille de l'indépendance. Donc aujourd'hui, ces accords-là ne sont plus d'actualité, et elle a toute la difficulté à accepter cela. C'est ça qui pose le problème entre les pays africains et la France. Sinon, aucun pays n'en veut à la France. La France, c'est un partenaire comme les autres. Il suffit que chaque pays, chaque puissance qui veut venir en Afrique faire le commerce avec, ou veut commercer avec les pays africains, ou bien veut rentrer en coopération ou en partenariat avec les pays africains, respecte les décisions de l'Afrique. C'est le plus important. Et il faut aussi rappeler que cette décision qui a été prise par les autorités nigériennes n'a pas été prise sur un coup de tête. Il faut noter que le ministre du pétrole, M. Oumarou, était déjà entré en discussion avec les dirigeants du CNPC de réviser la grille salariale des travailleurs nigériens qui travaillent dans leur entreprise. Rien n'a été fait. Et M. Oumarou leur a également demandé de mettre des travailleurs nigériens à certains postes clés afin qu'ils aient la main. Rien n'a été fait. Et voilà, il faut aussi rappeler qu'en mars dernier, 3 dirigeants chinois ont été chassés du Niger, notamment ceux du CNPC et sa filiale, la filiale qui fait dans le raffinement aux Indères, le Soraz et le WAPCO. Ces 3 dirigeants-là ont été chassés. Et ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train de faire ces forfaitures-là. Et rappelez-vous, l'hôtel Solux, dont la licence d'exploitation a été terminée. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? La licence d'exploitation de cet hôtel a été retirée. Pourquoi? Parce qu'il s'adonnait à des pratiques discriminatoires. Toi, tu construis ou bien tu exploites un hôtel dans un pays, tu refuses l'accès à cet hôtel-là aux nationaux. Voilà. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un manque criard de respect. Donc, il va falloir que les Chinois... Bon, déjà, certains vont croire que c'est un grief que le Niger a contre la Chine. Non, ce n'est pas contre l'État chinois. C'est contre cette entreprise-là, en fait. Ouais. Donc, ceux qui ont peur qu'il y aurait des représailles diplomatiques par rapport à la Chine, non, qui va revoir ses investissements en Afrique, non, ce n'est pas le cas. Voilà. En fait, le problème est que aucun pays africain n'est en conflit avec aucune puissance. Aucun État. Du moment où vous ne voulez pas respecter les dirigeants ou bien le peuple africain par rapport à leur souveraineté, là, il y aura toujours des problèmes. Parce que je ne vois pas quel Africain à l'extérieur dans vos pays ou bien dans un pays européen peut agir de la même manière et que les Européens vont se taire. Impossible. C'est ça. Donc pourquoi il fait ça à nous? Et c'est pourquoi moi je tiens à féliciter le Niger, parce que cette décision qui vient d'être prise vraiment est un signal fort qui marque vraiment la souveraineté que le Niger est en train de montrer. Et il faut que les autres pays africains suivent également cet exemple-là. Voilà. Alors, parlons de souveraineté, de puissance étrangère. Les révélations du président ont fait vent de tentatives de déstabilisation orchestrées par certains pays voisins avec la complicité de puissances occidentales. Est-ce que ces révélations-là montrent que les ennemis de la souveraineté africaine ne s'attaquent pas qu'au Burkina Faso, mais ont pour cible les pays de l'AES concrètement? Merci Martial. Il faut dire que lors de cet entretien-là, de ce grand entretien, le général Tchiani il a cassé les papeaux, comme on le dit communément dans le pays. Et il a donné des révélations vraiment bien croustillantes. Et tu as raison, ce n'est pas seulement le Burkina Faso qu'on veut déstabiliser. C'est vrai qu'on a tendance à considérer que c'est le Burkina Faso qui est le pays qui est la plaque tournante de cette confédération qu'est l'AES. Mais il faut dire que
Déjà, si ces Occidentaux, si ces puissances occidentales veulent déstabiliser le Burkina Faso, eh bien, de facto, c'est les autres pays, c'est les deux autres pays de l'AES qu'ils veulent déstabiliser. Et aujourd'hui, il faut préciser que la position géographique et surtout géopolitique du Niger fait que c'est un pays, si il arrive à être déstabilisé, eh bien, ça sera plus facile de déstabiliser les deux autres rapidement. Parce que, déjà, il faut préciser que le Niger a des frontières, non seulement avec le Nigeria, au nord, le Bénin, et le Tchad, le Mali, et également le Burkina Faso. Et il a bien fait de préciser, le général Tchani, il a bien fait de préciser que, déjà, quand le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a pris le pouvoir en juillet 2023, eh bien, des tractations ont été lancées. Des différentes cellules ont été lancées par la France en compagnie de leurs valets locaux en Afrique et pour mettre en place des projets pour déstabiliser le Niger. Et ça passe par des réunions funestes dans le lac Tchad, dans le bassin du lac Tchad et autres. Et le Nigeria et le Bénin que je viens de citer, eh bien, rappelez-vous que Patrice Talon et le président Bola Tinubu, eh bien, ce sont les principaux tenants de la CEDEAO et les principaux amis, les principaux alliés de l'Élysée qui sont prêts à réaliser les destins funestes de leur maître qui est la France. Donc aujourd'hui, le Niger a tout intérêt de rester vigilant face à ces différentes manœuvres de déstabilisation dont le pays est objet aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement le Burkina, ce n'est pas seulement le Niger. Souvenez-vous aussi que le Burkina Faso est également sous le coup d'un projet de déstabilisation de la part de son grand voisin qui est la Côte d'Ivoire. Regardez un peu comment les choses se situent. Le Niger est acculé par le Nigeria, par le Bénin. Voilà, le Nigeria et le Bénin. L'Algérie de son côté, le Mali de son côté est taclé par l'Algérie qui est son grand voisin. Et le Burkina de son côté est également taclé par la Côte d'Ivoire. Donc ce qui veut dire que ces trois pays-là sont pris d'assaut de tous les côtés. Donc il est important que cette configuration de l'AES-là resserre vraiment les ceintures, qu'il réduise de vigilance. Et surtout, l'intervention du général Tchani, c'est plus à l'intention de la population. Parce qu'il est important aujourd'hui que la population également joue son rôle et reste vigilante face à ces manœuvres-là. Merci Yannick. Alors, Amen, des pays voisins qui veulent déstabiliser le Niger, c'était les révélations du président Abdourahmane Tiani lors de son entretien. Est-ce que ces révélations faites par le président montrent-ils que réellement les puissances étrangères, les puissances impérialistes n'ont pas seulement une dent contre le Burkina Faso, mais également contre les autres pays de l'AES? Oui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que quand vous prenez la situation sécuritaire même dans le Sahel, le plan global ne s'arrête pas au Sahel. Lorsque le Sahel va tomber, mais les pays côtiers aussi vont prendre un coup. Ça, c'est le plan général parce que, c'est vrai, quand vous prenez le capitaine Ibrahim Traoré, à voir la population africaine qui est majoritairement jeune, parce qu'il a... il dégage un aura qui influence toute la jeunesse africaine. Et ça, tout ce que le capitaine est en train de dire a un impact sur la jeunesse africaine. C'est-à-dire pour dire tout simplement que la jeunesse africaine est derrière ce capitaine-là. Maintenant, ils ont pris épicentre le Burkina Faso, parce que quand le Burkina Faso tombe, il y a qui vient de le dire, les deux autres pays, le Mali et le Niger aussi, vont tomber automatiquement. C'est ça. Donc, il revient, parce que ce n'est pas parce que ces trois pays sont en difficulté aujourd'hui que normalement les autres pays doivent se taire. Parce que tous les autres pays, tous les pays africains doivent supporter ces trois pays-là. Parce que ce qu'ils ont entamé, s'ils arrivent à réussir ça, ça va avoir tache d'huile et au niveau des autres pays, et c'est la souveraineté de toute l'Afrique qui sera rayonnée. Et raison pour laquelle les Occidentaux veulent tout faire pour ne pas que ce projet-là arrive à terme. C'est ça. Si aujourd'hui les efforts consentis par l'AES s'essoufflent, alors là ce sera la débandade. C'est ça. C'est fini pour nous tous. Parce que les trois pays ne sont pas seulement visés, parce qu'ils ont un point vulnérable et les puissances impérialistes ont passé par là pour les attaquer. Mais lorsque ces trois pays vont tomber,
vous allez voir ce qui va arriver en Afrique. Parce que lorsque la Libye est tombée, ça a eu une répercussion sur le Mali, sur le Sahel. Voilà, lorsque les deux autres pays, les trois là, lorsque aussi vont tomber, vous allez voir ce qui va se passer. Sur les pays côtiers également. Parce qu'eux, ils n'ont pas froid aux yeux, ces impérialistes-là. Ils n'ont pas froid aux yeux, ils ne vont jamais s'arrêter. Regardez ce qui est en train de se passer au Congo là-bas. À chaque fois, il y a réunion sur réunion, conférence sur conférence, raconte sur raconte, mais rien de concret ne se fait. Qui ne sait pas où on achète les armes pour donner aux terroristes là, pour donner à ces soi-disant rebelles. Nous le savons tous. Mais pourquoi on n'arrive pas à arrêter ces personnes-là? C'est parce que certains ont trouvé leur intérêt dans cette affaire. Et si vous mourrez, c'est votre affaire. Ça ne les concerne pas. Maintenant, il nous revient en tant que pays africain de se protéger, de se défendre. Corps et âme contre ces impérialistes-là. Alors, parlons de ce que les présidents de l'AES sont en train de mettre en place comme souveraineté. Le Niger également a dissous les partis politiques pour pouvoir bâtir une démocratie plus structurée autour des valeurs solides. C'est un choix audacieux, on le consent. Est-ce le prix à payer pour pouvoir sortir des démocraties de façade qui ont été imposées depuis l'extérieur, depuis le temps colonial? On dit au grand mot, au grand remède. Parce que quand vous prenez la situation sécuritaire dans les trois pays, comme tu as posé la question sur le Niger, d'abord, le Niger n'est pas le seul pays à prendre cette disposition-là. Il y a au Mali, tout récemment, il a mis fin aux activités des partis politiques. Même scénario, il s'est produit au Burkina Faso. C'est parce que les partis politiques, leur intérêt, c'est d'accéder un jour au pouvoir. Et tout ce qu'ils peuvent faire en matière de démagogie, de mensonges, de manipulation, d'intoxication, pour faire chuter le régime en place, ils vont le faire. Mais actuellement, avec la situation sécuritaire, les conditions ne s'y sont pas pour se donner à ce genre de folklore. C'est ce que les Africains, ou bien c'est ce que le peuple sahélien doit comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les trois pays sont attaqués, pas non seulement par des bandits, mais par des puissances, je dis bien pas des puissances impérialistes et néocoloniaux. En fait, et néocoloniales, ces puissances néocoloniales. Donc, il va falloir que tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Nigériens font front commun pour lutter, pour défendre d'abord la souveraineté, l'intégrité de leur territoire. Lorsque les ennemis seront vaincus, on peut revenir faire la guerre entre nous. C'est-à-dire la guerre politique, entre nous. Ces trois pays ne font pas une guerre contre les bandits ou bien contre les djihadistes comme les gens veulent nous le faire croire. Ce sont des puissances qui sont derrière. Et ces puissances-là, leur intérêt, c'est de vous toujours maintenir dans la servitude. Alors, lorsque l'intégrité de votre territoire est attaquée, je ne vois pas la place des partis politiques parce que les partis politiques, du moment où ils ne sont pas au pouvoir, je ne vois pas leur intérêt dans cette lutte-là. Certes, ils peuvent apporter leur contribution au pouvoir pour sécuriser le territoire. Mais est-ce qu'ils sont en train de le faire? Non, eux, ils demandent que l'organisation des élections. Mais qui peut organiser, prenons les trois pays, qui peut organiser une élection dans de telles situations actuellement? Du moment où une partie du pays est attaquée, vous allez organiser les élections dans les endroits calmes et les zones où il y a les conflits, vous allez les laisser. Ça, ce n'est pas une élection. Un simulacre d'élection. C'est ça. Et c'est à cela que les gens veulent amener le peuple. Et dans cette situation, vous allez voir les médias occidentaux sont derrière eux pour dire que bon, les putschistes sont venus au pouvoir pour ne plus partir. Ils disent tout ce qui leur passe à la tête. Mais le peuple sahélien doit comprendre aujourd'hui que ce qui est primordial, c'est l'intégrité de leur territoire. Ils devaient sécuriser d'abord le territoire et puis on peut revenir faire tout ce qui est élection et après. Alors Yannick, dissolution des partis politiques dans les trois pays de l'AES, est-ce aujourd'hui le prix à payer pour pouvoir avoir une vraie démocratie façonnée selon les réalités des pays sahéliens?
Ouais, tu as tout dit dans ta question. La réponse s'y trouve. Aujourd'hui, la dissolution des partis politiques dans ces pays de l'AES, là, constitue l'une des principales recommandations prises à l'issue des assises nationales pour la refondation qui ont eu lieu dans ces 3 pays-là. Alors, les peuples ou bien les populations de l'AES doivent comprendre que leur confédération ou bien leur pays respectif est en révolution, refondation. Et qui dit révolution, refondation, dire de faire table rase du passé, déconstruire les anciens processus qui n'ont pas été vraiment aboutis, qui n'ont pas apporté, qui n'ont rien apporté de positif au pays, pour construire d'autres structures. Et les partis politiques de ces pays, dont les dirigeants sont censés être des intellectuels, n'arrivent pas à comprendre une simple chose. On ne demande pas de suspendre définitivement les partis politiques, non. Juste de les suspendre pour un temps, le temps de reconstruire le pays, reposer ou bien replacer le pays sur les voies du développement et de la démocratie, et pour que le jeu politique, soit repris dans les règles de l'art. Et ça, c'est difficile à comprendre. C'est triste, d'autant plus qu'on sait que les partis politiques, comme Amel vient de le dire dans son développement, ne sont pas synonymes de démocratie. La pluralité des partis politiques dans un pays n'est pas forcément synonyme de démocratie dans ces pays-là. Et pour preuve, quand vous prenez les pays occidentaux qui, de par leur hypocrisie, leur mauvaise foi, savent pertinemment ceux-là, ces pays occidentaux qui insultent les dirigeants de l'ES d'installer un régime totalitaire, un régime dictatorial. Mais ils savent pertinemment ceux-là que les partis politiques n'apportent rien de concret au développement d'un pays. Regardez, dans un pays comme le Niger, on note plus de 150 partis politiques. Pour faire quoi? Et d'autant plus qu'on sait que ces partis politiques-là, la plupart d'entre eux, sont instrumentalisés par les puissances occidentales, sont instrumentalisés par les puissances qui veulent voir le pays déstabilisé. Donc si aujourd'hui on veut mettre un terme à ça pour reconstruire le pays, eh bien c'est difficile à comprendre. Voilà. Alors, au cours de son entretien également, le président a salué l'appui de ses pays voisins, le Mali comme le Burkina Faso, et aussi d'autres pays de la sous-région qui soutiennent la politique qui est en train d'être faite dans ces pays-là. Avec l'AES aujourd'hui, est-ce que nous assistons à l'émergence d'un bloc régional panafricain qui est prêt à affronter ensemble les défis sécuritaires et structurels qui touchent les pays du Sahel? Oui, tout à fait. Déjà, quand vous prenez la charte du Liptako gourmand, si aujourd'hui un pays de l'AES est touché, si un pays de l'AES est dans un pays très donné, eh bien, ce sont les 2 autres pays-là qui sont également... En fait, les 2 autres pays sont également dans ce même pays Trump. C'est-à-dire qu'ils sont liés par cette obligation de solidarité entre les 3. Alors, nous avons déjà le bloc AES, cette confédération. Cette confédération qui est l'AES ne se résume pas seulement à ces 3 pays. Eh bien, c'est vrai qu'ils sont les précurseurs d'une autre dynamique de souveraineté et de développement qu'ils sont en train de lancer. Eh bien, c'est la raison pour laquelle d'autres pays africains doivent leur emboîter les pas. Parce que l'AES, quand on parle de l'AES aujourd'hui, ce n'est plus qu'une réalité qui s'arrête à cette région-là. Ça s'étend à toute la région. Ça s'étend dans toute l'Afrique. Donc, c'est un exemple de souveraineté qu'ils sont en train de donner aux autres pays de l'Afrique. Eh bien, ensemble, main dans la main, nous pouvons travailler pour, atteindre l'idéal que nous avons tant recherché. Et quel idéal? La souveraineté, le manque d'ingérence des pays occidentaux et des pays occidentaux dans nos affaires, le développement de nos pays respectifs. Et ça, il va falloir le comprendre que seul un travail de solidarité main dans la main peut nous aider à atteindre cet objectif-là. Merci Yannick. Amen Segla, aujourd'hui avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui façonnent carrément une autre politique pour l'Afrique. Est-ce que nous assistons à travers l'AES à un bloc régional panafricain qui est prêt à affronter tous les ingérences qui dérangent aujourd'hui le développement? Alors quand vous prenez
je vais retourner un peu en arrière pour dire, lorsque vous prenez les pères fondateurs qui ont mis en place la CEDEAO, leur objectif, c'est de créer un bloc pour faire un contrepoids et face aux autres corporations qui sont dans les autres pays de l'Afrique. C'est-à-dire, quand vous prenez l'Afrique centrale, il y a EAEC, CIMAC, voilà, il y a CIMAC et autres là. Même quand vous prenez l'Union africaine de façon générale, c'est pour faire un contrepoids par rapport aux Occidentaux. Mais à un moment donné, certains ont délibérément choisi d'être phagocytés par les puissances impérialistes au point où ces organisations-là n'existent plus, ne serait-ce que de nom. Alors aujourd'hui, avec le terrorisme dans le Sahel, les militaires sont venus au pouvoir, ils ont choisi de changer les choses et là, l'organisation qui devait les aider à atteindre leur objectif, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, a retourné ses armes pour les faire dégager du pouvoir. Et c'est là l'idée est venue, s'il en est ainsi, nous créons notre propre organisation du moment où vous avez choisi d'aller avec ces impérialistes qui sont là pour nous attaquer. Vous voulez toujours aller avec eux. Nous, c'est notre souveraineté, l'intégrité de notre territoire qui est notre objectif. Donc, nous créons notre propre organisation. Donc, ça veut dire que quand vous prenez l'AES aujourd'hui, c'est à cela tout le peuple africain veut aspirer. C'est-à-dire, ça donne une autre configuration de la géopolitique en Afrique. Alors, si le président Abdourahmane Tiani a choisi de jeter des fleurs à ses homologues des pays du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Mali, c'est parce que tout ce qu'ils sont en train de construire ensemble est en train de prendre de l'ampleur en Afrique. Parce que certes, il y a certains pays qui aujourd'hui ne sont pas totalement pour les actes que posent ces trois pays, mais leurs citoyens, c'est plutôt le contraire. Parce que leur position à la tête de ces pays-là ne leur permet pas de dire certaines choses. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce que ces trois présidents sont en train de faire, ça amène l'Afrique vers un autre horizon. C'est à cela que nous devons nous attaquer. Alors, merci Yamen Segla pour votre belle intervention sur le sujet. Merci Yannick Kwame pour votre belle intervention sur ce sujet. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission, mais nous ne clôturons pas sans dire, au-delà des mots et au-delà des décisions politiques, c'est une véritable rupture historique qu'amorce le Niger sous la direction du président, le général Tiani. Une chose est claire, la ligne est tracée et cette ligne est celle d'une souveraineté assumée qui libère le Niger. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.